Salut, c'est les Jérôme. Vous avez été nombreux à nous questionner sur le lieu qu'on occupe et son histoire. Et voilà un moment qu'on voulait vraiment pouvoir prendre le temps de faire cela du mieux que l'on peut. On vous propose donc une petite série de vidéos consacrées au sujet et qui sera structurée en plusieurs chapitres où l'on va parler de l'histoire du lieu, du bâtiment, mais aussi du projet et de nos ambitions. Alors, avant de commencer, on voudrait préciser que historien, c'est un métier et ce n'est pas le nôtre. Donc, même si on a pris les plus grandes précautions pour vérifier, déduire et recouper les infos, on n'est pas non plus à l'abri de petites erreurs ou d'imprécisions. Depuis qu'on fait nos recherches, on a appris beaucoup de choses, mais on a aussi pu invalider d'autres qu'on nous avait rapportées. Et donc, quand c'est possible, on a mis des liens vers toutes les références dans la description. Ce qu'on va donc vous raconter, c'est ce que l'on sait au moment où on fait cette vidéo. Quand nous sommes arrivés, on n'avait pour ainsi dire aucune information, le vendeur n'était là que depuis 5 ans et il n'en savait pas beaucoup plus. Et tous les propriétaires précédents ont disparu. On avait juste le panneau devant la maison et quelques cartes postales qu'on peut trouver par-ci par-là sur internet. Mais tout cela, vous allez le voir, est très peu au vu du lieu chargé d'histoire qu'est le château de Ly. Mais une histoire qu'il nous a fallu reconstruire petit à petit. L'histoire du lieu commence avec le nom du hameau de Ly. Et oui, car c'est dans l'origine du nom du hameau qu'on trouve les premières traces mentionnées du lieu. Au XVe siècle, Jean de la Marck, seigneur de Sedan de 1449 à 1454, fait don perpétuel de son moulin à Jean Janot car toute l'usine est en ruine. Mais pour cela, il doit remettre en état de marche le moulin et lui payer une rente annuelle. L'usine comprend également une pilerie à écorce et à huile. Ce moulin, situé dans le bassin de la Givonne, dans les Ardennes, proche de la frontière belge, est appelé le Ollier. Et il semblerait que Jean Janot et ses descendants échangèrent le nom de Janot pour celui de Ollier, et l'activité du moulin et de la pilerie continua. Pour la suite, on fait un petit saut dans le temps, ce qui nous amène le 30 avril 1660, où le moulin banal d'Illy, dit le Ollier, est vendu à Jean-Théodore d'Els par Jean Barilly, un descendant de Jean de Ollier. Sur les cartes, on voit apparaître la mention du moulin sous le nom Moulin Ollier, puis sur la carte de Cassini au XVIIIe siècle, cela devient Moulin Olly. Ce sera suite à une erreur de retranscription lors de la réalisation de cartes que le H de Olly a été perdu et a pris sa forme actuelle, Olly. Ollier, puis Olly, puis Olly ont donc toujours désigné un seul et même lieu, même si aujourd'hui Olly est le nom du hameau comprenant plusieurs habitations. Le moulin et l'usine continuèrent leurs activités et on ne trouve plus beaucoup de traces jusqu'à un acte du 20 novembre 1817 où le meunier Lambert-Ponsin vend le moulin de Ly à la famille Leroy-Wagner. Monsieur Charles Wagner avait acquis cette usine conjointement avec le dit Monsieur Leroy-Wagner, du sieur Lambert-Ponsin, meunier demeurant alors au moulin de Olly et maintenant propriétaire à Illy, et de Marguerite Couvert, sa femme, suivant 2 contrats, le premier en date du 20 novembre 1817. À partir de cette époque, il y a un nombre assez impressionnant d'actes qu'on retrouve avec les ventes et acquisitions de terrains, de chemins, de parties d'usines ou de fractions d'immeubles, etc. Bref, tout est morcelé et passe de main en main, principalement dans la famille. En 1826, la famille Leroy-Wagner acquiert encore des parties de l'immeuble, ce qui aboutit au développement d'une draperie, la société Leroy-Wagner et compagnie. Jusqu'en 1830, où M. Auger, directeur de l'usine, rachète la part de Charles Wagner pour la revendre en 1839 à M. Leroy-Wagner. De vrais traders du 19e. À l'époque, dans la région de Sedan, l'industrie textile est florissante et se développe rapidement. Et d'ailleurs, bien plus tard, naîtront les tapis Poix de Sedan, connus mondialement. Nous sommes donc en pleine révolution industrielle, les propriétaires des filatures et usines textiles s'enrichissent, et c'est donc vers 1830 que l'on suppose que la maison d'habitation a été construite, bien que possiblement elle ait été issue d'une transformation d'un bâtiment existant. Cette maison n'est alors qu'une grosse ferme, une première version qui ne comprend pas les tourelles ni la verrière. Elle apparaît sur le premier cadastre existant, datant de 1837, et on peut aussi voir que les bâtiments de l'usine occupent déjà une place importante sur le site.
Cette carte cadastrale est très intéressante car on peut vraiment se rendre compte du potentiel industriel de la région. Exploitant la force des cours d'eau, le bassin entier de la Givonne est parsemé d'usines en tout genre, moulins, platineries, etc. Et même sur le cours d'eau de la Hatrelle. Et ce n'est pas un hasard si Ollier-Oly se situe à cet emplacement depuis longtemps, car c'est pile à la confluence des deux rivières, dont l'eau est acheminée grâce à des canaux jusqu'aux usines, apportant l'énergie nécessaire à leur fonctionnement pour être rendue au cours d'eau avec d'autres canaux. L'usine appartient alors à Jules Leroy fils et à son associé Nicolas-Joseph Bartholomé, un néerlandais naturalisé français qui deviendra d'ailleurs maire d'Illy. Ils sont cités en 1846 par François Jacquet-Francillon comme étant des directeurs qui ne reculent devant aucun sacrifice et qui ont ouvert une école dans leur usine avec une classe comprenant 44 élèves. Dans l'annuaire général du commerce et de l'industrie de 1847, l'usine est décrite comme un établissement hydraulique pour les laines. Y travaillent 44 hommes, 16 femmes et 25 enfants. Eh oui, des enfants, on est au 19e siècle. La production s'accélère, l'eau est retenue dans les temps au-dessus de la propriété, les directeurs font construire un pont à cascade et ouvrent une tranchée afin d'accélérer le débit d'eau, ce qui vaudra d'ailleurs un différend avec la filature concurrente en aval d'Oly. Il a été reconnu que divers changements faits par M. Leroy dans la direction des eaux qui doivent être rendus à l'usine de Warcan, notamment l'établissement d'un pont à cascade et l'ouverture d'une tranchée en amont de ce pont, modifient d'une manière fâcheuse pour le propriétaire de Warcan le régime des eaux tel qu'il a été établi par un règlement antérieur. Malgré l'industrie textile en expansion, en 1855, suite à la faillite bancaire d'un des fils, l'usine est vendue aux enchères et acquise par M. Drouin de Bazeilles, et qui deviendra aussi maire d'Illy. Syndic définitif de la faillite du sieur Jules Leroy, ancien négociant demeurant à Paris. Les enchères ont été ouvertes sur le 6e lot comprenant la filature de Oly, sur la mise à prix de 55 000 francs fixée par le tribunal. Après plusieurs enchères, cette mise à prix a été élevée à la somme de 85 000 francs par M. Jean-Joseph François-Xavier Philippe Drouin, propriétaire demeurant à Bazeilles. On pense que l'usine a encore été agrandie. D'ailleurs, au fil du temps, dans les actes, la description des dimensions ou capacités d'usine augmente, notamment son chiffrement avec le nombre de broches totales des équipements. Une usine, située sur le banc d'Illy, connue sous le nom de filature de Oly, se composant de filature, maison de maître, bâtiments, cours d'eau, roues, tournants et moteurs nécessaires, cours et jardins, prés, vergers, étangs, plantations et généralement toutes les aisances et dépendances de la dite usine. Le matériel de la filature, comprenant un métier gros de 80 broches, 24 drousses et 2 supplémentaires, 2 loups et une batterie, 10 dévidoirs et un bobinoir, outillage complet de forge et de menuiserie, mobilier de bureau et d'exploitation, un tour à aiguiser les garnitures, 2 grands métiers de 200 broches en construction, un métier gros de 60 broches démontées. Les débits des cours d'eau étant limités, contrairement à la démesure de l'homme, l'usine ne peut pas s'agrandir sans devoir être transformée. Avec la grande cheminée construite en 1858, comme en atteste la plaque, la filature se mécanise. Pour augmenter la capacité ou simplement contrebalancer les plus faibles débits des cours d'eau en été, l'usine fonctionne aussi maintenant à la vapeur. Bon, c'est une supposition, ce n'est pas certain, mais vraisemblable. Toujours est-il que la plupart des filatures de l'époque ont toutes une cheminée similaire. On pense que c'est aussi à ce moment que le bâtiment subit de nombreuses transformations. Les propriétaires de l'époque faisant fortune, il est fort probable qu'ils aient voulu convertir la maison un peu trop classique à leur goût en une maison de maître beaucoup plus prestigieuse. Les bâtiments de l'usine ont eux aussi certainement dû subir beaucoup de transformations, mais comme plus rien n'existe et qu'on n'a aucune photo, on ne peut absolument rien en dire. Ce serait également à la suite de ces transformations que le bâtiment va prendre le nom de Château de Ly, terme qui regroupe en fait à la fois l'habitation et les bâtiments de l'usine. Suite au décès brutal du propriétaire en 1860, la filature est vendue à la famille Paillard-Poterloo le 14 juillet 1863 et la société Goffinet Jeune et compagnie est créée. Les Paillard possèdent l'usine mais habitent dedans, pas au château.
La guerre franco-allemande de 1870 va considérablement affecter la région, notamment avec la bataille de Sedan qui eut lieu le 1er septembre 1870. Pendant la guerre, n'habitant pas le château, Paillard propose sa filature ainsi que les différents bâtiments pour installer l'ambulance hollandaise, et d'ailleurs pour être plus précis, de Rotterdam. L'ambulance hollandaise étant jusque-là installée seulement à la chapelle. On a retrouvé des registres des soldats soignés, avec les noms, l'âge et les dates de décès car peu survivaient. Sur les registres, on peut voir que certains se sont évadés ou sont admis à Olly. Ce sont d'ailleurs les débuts de la Croix-Rouge et on retrouve souvent la mention que le château d'Olly était le siège de l'ambulance hollandaise sur des anciennes cartes postales ou des écrits d'après la guerre. L'ambulance hollandaise sera installée du 1er juillet 1870 au 28 février 1871. Au service de celle-ci, 2 infirmiers venus tout droit de Rotterdam aux Pays-Bas, Sarah Udig et Elie van Rijkevorsel. Sarah Udig a écrit un livre sur les horreurs vécues depuis l'ambulance et a tenu correspondance avec sa famille. Elle raconte. Château d'Olly, 1er novembre 1870. Cher Dirk, hier à 6 heures du soir, je suis arrivé ici. La journée a été terrible. Quand je suis arrivé, il faisait noir. Je n'ai donc pas vu le bel environnement du château. Monsieur Paillard et sa fille m'ont reçu très gentiment. Monsieur Paillard est un fabricant. Il vivait à Reims, où il a fait fortune, puis il est allé vivre à Sedan parce qu'il s'ennuyait à ne rien faire. Il y a beaucoup à faire à Olly, où il y a en plus du château une usine, une filature de laine. En ces temps de guerre, il n'y a pas beaucoup de travail à la filature. On m'a immédiatement laissé dans une grande pièce carrée, entièrement lambrissée, avec un feu ouvert, et la soupe venait d'être servie, ce qui ne m'était pas désagréable parce que nous avions déjeuné de bonne heure. Après la soupe arrivèrent les pommes de terre avec salade et rognons de bœuf au beurre d'arachide. Je ne connaissais pas ce plat, mais il avait très bon goût. Après le souper, je me suis promenée avec Paillard auprès des soldats et j'ai vu beaucoup de visages familiers. Madame Paillard n'allait pas très bien et elle est allée pour quelques jours dans leur domicile en ville à Sedan. Sa fille est mariée et a un bébé de 3 mois. Elle a eu le typhus récemment et s'est assez bien rétablie, mais boite des 2 jambes. La réponse évasive que le médecin me donne à chaque fois me fait craindre pour elle qu'il n'y ait pas beaucoup d'espoir de guérison. Faire une description du château n'est pas encore possible pour moi. Il ne ressemble à rien de ce que j'avais l'habitude de voir. À l'arrière se trouve un grand espace ouvert avec un bâtiment qui leur appartient également. Je crois que là se trouve l'usine de filature ou de tissage. Mis à part la grande pièce où nous vivons, tout le rez-de-chaussée de la maison est dédié aux blessés, en 2 grandes pièces. L'une semble avoir été un jardin d'hiver où la vigne pousse encore le long des verres, où se trouvent environ 30 blessés. Le bel étage est maintenant la chambre à coucher de la famille ainsi que la nôtre, et à l'étage supérieur se trouvent encore 14 ou 16 blessés. 19 novembre 1870. Nous avons eu une semaine difficile avec des amputations et un mort. La jambe du Turc a dû être coupée. C'était touchant de voir à quel point les autres étaient affligés. Ils pleuraient d'horreur et ont tout fait pour que leurs camarades se sentent réconfortés. L'amputation s'est bien terminée, mais il est très faible. Ce midi-là, un bras a été amputé à un autre homme et demain, ça arrivera probablement à un 3e. On peut aussi retrouver quelques correspondances des blessés soignés dans l'ambulance. Après la guerre, Paillard fait ériger un monument aux morts tombés pendant la bataille. Monsieur Paillard les mit en terre dans un de ses jardins. Naguère, il les fit exhumer et transporter à l'entrée de sa propriété, dans un angle formé par la Givonne et le chemin qui la traverse. 3 monuments couvrent les restes de nos braves. Au fond du petit cimetière, une colonne en forme d'obélisque, sur le piédestal de laquelle sont gravées 3 inscriptions. Sur la face principale, Bataille de Sedan, 1er septembre 1870. À la mémoire de 30 soldats morts pour la défense de la patrie. Vive la France! Man des héros, reposez en paix, vous avez assez souffert. Sur l'un des côtés, ce cimetière a été érigé par monsieur Paillard Potterlo, propriétaire de l'ambulance d'Olly, en souvenir de nos malheureux compatriotes.
Il ne faut pas oublier ceux qui sont morts pour la France. Sur l'autre côté, ambulance d'Olly, hommage et reconnaissance à mademoiselle Sarah, à monsieur Van Rijkevorsel, à Rotterdam, pour les soins et le dévouement apportés à nos malheureux compatriotes. Et il fait envoyer à Rotterdam des photos de ce monument en remerciement des services de soins apportés. Paillard fait aussi réaliser un dessin du château avec le cimetière et 2 copies qu'il envoie également en remerciement à Sarah Udig et à Elie Van Rijkevorsel. La vie et l'activité de l'usine reprend son cours et en 1883, Olly est à nouveau vendu au filateur Jules Gillet. Diriger une filature ou filateur est alors un métier. Il y a même des traités pratiques publiés sur le sujet. En 1891, la famille Rousseau-Thierry achète la filature et habite le château. Ce seront les derniers filateurs de l'usine. En 1901, Georges Rousseau et Marthe Néméry se marient au château. Le 5 août 1905, un cyclone ravage le Sedanais et fait de nombreux dégâts, surtout à Illy. À Olly, affreusement endommagée la filature Rousseau. Dans la cour de cette filature gisent 2 beaux marronniers, au tronc énorme et vieux de plusieurs siècles. Les 50 ouvriers sont au chômage technique. Et on peut en effet voir sur les cartes postales qu'un grand arbre et une partie du toit de l'usine disparaissent en peu de temps. Mais l'activité reprend. Pour peu de temps, car un second drame va s'abattre sur la filature. Dans la nuit du 11 juillet 1908, un incendie se déclare et se répand dans toute l'usine, dont elle ne se remettra pas. Samedi à 3h30 du matin, M. Léopold Rousseau, filateur à Olly, voulut rentrer dans son usine pour préparer comme il le faisait chaque matin le travail de la journée, mais il en fut empêché par une épaisse fumée. M. Rousseau s'empressa d'appeler son fils et sa famille qui accoururent. Au même moment, les flammes jaillirent de la toiture et l'incendie, alimenté par une grande quantité de matière combustible et par les planches et boiseries imprégnées d'huile, prit rapidement d'inquiétantes proportions. Le feu a pris dans la partie occupée près de la machine à vapeur. Immédiatement, l'alarme fut donnée à Givonne, à Illy, et une demi-heure après, la pompe de Givonne était sur les lieux. Heureusement à temps pour préserver la maison d'habitation, qui certainement aurait été aussi la proie des flammes. Tout ce qui était occupé par la filature est complètement détruit. Seuls restent les décombres. Le tout est assuré par 2 compagnies, le Phénix et le Soleil. De ce fait, 40 à 45 ouvriers sont sans travail et la population d'Illy va être fort éprouvée. Seule la maison d'habitation échappe au drame, la famille Rousseau est ruinée. On peut voir sur cette seule et unique photo des décombres l'étendue des dégâts et que tout est complètement détruit. Et cet événement n'est malheureusement que le précurseur de temps difficiles à venir pour le monde et pour le château. Ceci clôture donc la première partie consacrée à l'histoire du château d'Olly. On espère que cette vidéo vous a autant plu que cela nous a passionnés nous de découvrir et reconstituer cette histoire. Comme toujours, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot, portez-vous bien et à bientôt.